Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 20 août. 319e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 40 173 martyrs et 92 857 blessés. Le Liban dépose plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'entité sioniste pour violation de son espace aérien, dont celui de la capitale Beyrouth. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, 6e jour de campagne électorale pour les 3 candidats et leurs représentants qui sillonnent les 4 coins du pays. Et puis le soutien de l'Algérie au Liban et la défense de sa souveraineté devant le Conseil de sécurité, l'objet d'un entretien téléphonique entre le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue libanais Abdellah Bouhabib. Bonsoir à tous. Au 319e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, le bilan des victimes s'est encore alourdi pour passer à 40 173 martyrs et 92 857 blessés. Depuis le 7 octobre, au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 3 massacres, faisant 34 martyrs et 114 blessés. Et de nouveaux bombardements des forces de l'occupation sioniste contre la bande de Gaza ont fait de nouvelles victimes parmi les civils palestiniens, notamment à Khan Younes au sud, où 5 Palestiniens ont été blessés par des chars israéliens qui ont attaqué la zone de Mawassi dans la localité d'El Kharara au nord-ouest de la ville. Et toujours au sud, à Rafah, 4 Palestiniens sont tombés en martyrs après que les forces de l'occupation ont fait exploser un véhicule civil à proximité de la rue Al-Hashashin au nord de la ville. Par ailleurs, l'occupant sioniste a également fait exploser des bâtiments résidentiels à l'ouest de Rafah, tandis que son artillerie a tiré des obus et des coups de feu vers le centre et l'ouest de la ville. Au centre de l'enclave palestinienne, cette fois, au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à la suite du bombardement par l'occupant sioniste d'une maison dans le camp de Boreija. C'est la maison de ma tante. Ma tante n'est impliquée dans rien. C'est une personne pacifique. Elle est enseignante. Sa maison a déjà été frappée une fois et elle a survécu. Elle a décidé de continuer à vivre dans sa maison, malgré les décombres, malgré tout. Hier à minuit et demi, il y a eu une explosion qui a secoué toute la région. Une énorme explosion, une très grande explosion. Nous avons été surpris de recevoir un appel nous informant que la maison de ma tante était prise pour cible et que les pièces visées étaient celles où il dormait. Ils ont ciblé toute la famille, ma tante et ses enfants, ses filles. Ils étaient tous civils et n'étaient pas impliqués dans quoi que ce soit. Ils ont tous été réduits en miettes. Nous les recherchons toujours. Et au volet diplomatique, le secrétaire d'État américain Antony Blinken était ce mardi à Al-Alamein en Égypte dans le cadre d'une tournée destinée à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Blinken qui a notamment rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue Badr Abdelhadi, prétend que l'entité sioniste avait accepté le plan de compromis de Washington pour une trêve.
Et répondant aux déclarations du secrétaire d'État américain, le représentant du mouvement palestinien Hamas au Liban, Oussama Hamdan, a relevé de nombreuses ambiguïtés, affirmant que le plan mis en avant par les États-Unis n'était pas celui du Hamas. Oussama Hamdan, pas celui présenté au Hamas. Oussama Hamdan qui s'exprimait dans un entretien accordé à l'agence de presse internationale Reuters. La déclaration du secrétaire d'État Anthony Blinken, après avoir rencontré le Premier ministre ennemi, selon laquelle l'antité-sioniste a accepté la proposition, est une déclaration qui soulève de nombreuses ambiguïtés, car le commentaire du Premier ministre israélien Netanyahou était que la proposition est une proposition mise à jour. Une proposition mise à jour signifie que ce n'est pas ce qui nous a été présenté, ni celui sur lequel le Hamas s'est mis d'accord. Et si les Israéliens avaient accepté la proposition, pourquoi les Américains ne l'ont-ils pas mise en œuvre ? Oussama Hamdan a par ailleurs indiqué que l'optimisme affiché par Washington n'avait pour but que de dissimuler les entraves de l'entité sioniste à tout accord de paix. Il ne fait aucun doute qu'il y a une tentative d'instaurer un certain optimisme qui s'est manifesté après la réunion de Doha. Mais il ne me semble pas que cet optimisme soit sérieux. Au contraire, il tente de cacher de nombreux obstacles créés par les Israéliens. Allez, en Cisjordanie occupée cette fois, de nombreux Palestiniens ont manifesté, notamment dans la ville de Jenin, en solidarité avec les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et pour demander l'amélioration de leurs conditions de détention. Depuis le 7 octobre, le nombre total des arrestations s'est élevé à environ 10 200. Les conditions de détention de nos prisonniers sont très mauvaises et le sont toujours. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Les visites d'avocats sont très rares et nous ne pouvons pas obtenir de nouvelles d'eux. Nous avons besoin de la solidarité totale de tout notre peuple. Ce prisonnier est le fils de la Palestine et nous sommes venus dire aux familles des prisonniers que le prisonnier est le fils de la cause palestinienne, celui qui s'est battu pour la Palestine, pour l'identité du peuple palestinien. Et dénonçant également ces pratiques, des avocats ont déposé une plainte devant la Haute Cour de Londres pour la torture des Palestiniens dans la bande de Gaza par l'entité sioniste et son refus de leur prodiguer des soins dans les hôpitaux. Selon le quotidien britannique The Guardian, les avocats cherchent à obtenir une ordonnance interdisant au gouvernement britannique de contribuer à accorder des licences d'exportation d'armes aux entreprises britanniques qui vendent des armes à l'entité sioniste. Et je vous en parlais en titre, les autorités libanaises, cette fois, ont déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'entité sioniste après que ces avions de guerre ont franchi son espace aérien, dont celui de la capitale Beyrouth. Le ministre libanais des Affaires étrangères a qualifié les actes de l'entité sioniste de violation flagrante de sa souveraineté et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité émise en 2006. Voilà, restez avec nous, ce 19h se poursuit. Et dans cette édition africaine présidentielle du 7 septembre en Algérie, la campagne électorale bat son plein avec de nombreuses sorties des trois candidats ou de leurs représentants. Les responsables du RND et du Front El Moustaqbel qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune ont axé leur discours sur le climat économique et social du pays. ومن خلاله إلى كل حرائر ونتكلموا عن واحد
Il veut créer un environnement propice pour que l'Algérie devienne un pays émergent. Pour cela, il a défini des critères et des objectifs en insistant sur un PIB avoisinant les 255 ou 265 milliards de dollars. Il prévoit qu'au cours des 2 ou 3 prochaines années, le PIB atteindra 400 milliards de dollars. Il n'y a pas de souveraineté optimale sans une économie forte. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter cet homme, M. Abdelmadjid Tebboune, le candidat indépendant qui se présentera aux élections au nom des jeunes, du peuple algérien et des femmes algériennes. Il propose un programme prometteur et ambitieux pour recréer un système social et économique qui soit à la hauteur de leurs sacrifices et des prévisions. Et de son côté, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Chelif, a promis, une fois élu depuis la wilaya de Tiaret, de mettre les richesses du pays au service du développement et de la sécurité alimentaire. Notre programme se base sur la mise en place de la sérénité sociale. Nous avons programmé de venir au secours de la jeunesse contre les lobbies étrangers qui travaillent pour essayer de noyer la jeunesse dans les drogues et les stupéfiants. Notre programme est celui de la représentation de la famille. C'est un programme pour l'encouragement des prouesses sportives et de la créativité culturelle. Nous sommes un pays de sportifs. Nous avons d'ailleurs vu nos résultats aux derniers Jeux olympiques. Notre programme comporte des dimensions sociales et économiques, avec un modèle économique basé sur la liberté de commerce, d'investissement, d'importation et d'exportation, la liberté de création d'entreprises petites et moyennes, et se base aussi sur la justice sociale. Notre programme propose par cette occasion l'idée d'une nation qui avance, une nation stable, forte, une économie forte et croissante, une justice sociale dans le respect des constantes et des principes de notre pays, inscrite dans la déclaration du 1er novembre et du congrès de la Soumam. Ce qui a permis à ce pays de faire partie de ceux qui défendent la Palestine, qui défendent la résistance et qui collaborent avec la résistance. Et pour sa part, le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, a appelé les jeunes à participer au scrutin du 7 septembre pour provoquer le changement, à l'instar des Moudjahidines et des martyrs qui ont assumé leurs responsabilités. C'était en marge d'une sortie de proximité qu'il a effectuée dans la ville d'El Khroub, dans la wilaya de Constantine. حنا قلنا لهم نلتزموا باش نغيروا الامور On leur dit de rester engagés pour changer les choses ensemble. Nos jeunes doivent assumer leurs responsabilités, tout comme l'ont fait leurs prédécesseurs, Ziroud Youssef, Didouche Mourad dans leur jeunesse. Aujourd'hui, nos jeunes doivent assumer leurs responsabilités et contribuer à l'édification de la nation. Une chance historique s'offre aujourd'hui aux jeunes pour espérer ce changement et pour construire des institutions dotées
de légitimité. Une chance historique également pour rendre sa crédibilité sur la souveraineté populaire, sur la base de la participation politique et sur la base de la justice et l'équité entre tous les Algériens et les Algériennes. Aujourd'hui était également l'occasion pour procurer à nos jeunes l'outil de l'exercice politique et les outils de la promotion et du développement économique. De nombreuses problématiques ont été soulevées de la part des jeunes et nous nous sommes engagés, que ce soit dans notre programme ou dans les échanges avec les jeunes constantinois, que nous prenons en charge toutes leurs préoccupations, surtout l'intégration des jeunes travailleurs contractuels, mais aussi des jeunes victimes de l'organisation ANSEJ. Dans cet aspect, on s'engage à créer des espaces qui vont permettre à nos jeunes de contribuer à l'édification d'une économie du pays et qu'ils investissent, qu'ils innovent, car ils ont des talents et des compétences. ولشاباتنا باش ينخرطوا في بناء اقتصاد وطنهم ويستثمروا وأيضا يبدعوا ويبتكروا لأنهم عندهم الكثير من المواهب. Je vous disais en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Metataf, a reçu ce mardi un appel téléphonique de son homologue libanais, Abdellah Bouhabib. À cette occasion, le ministre libanais a réitéré les remerciements et la reconnaissance des autorités de son pays au président algérien Abdelmadjid Tebboune pour sa solidarité et son soutien au Liban dans la conjoncture difficile qu'il traverse à travers sa décision de l'approvisionner en fioul pour faire fonctionner les centrales électriques, soulignant que cette précieuse initiative avait été très appréciée et avait eu un grand écho auprès de toutes les composantes du peuple libanais. Par ailleurs, Abdellah Bouhabib a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies dans la défense des positions, des intérêts vitaux et de la souveraineté territoriale du Liban face aux agressions israéliennes répétées sur son territoire. Dans l'actualité aussi, le méthanier algérien Tessala s'est porté ce mardi au secours de migrants naufragés au large de la Sardaigne. Après avoir été sollicité par les gardes-côtes italiens, le méthanier a été appelé en urgence par les gardes-côtes italiens vers 14h cet après-midi lors de son passage près de la Sardaigne pour une opération de sauvetage de migrants illégaux qui se trouvaient à bord d'une embarcation ayant échoué en haute mer. Le Tessala a répondu très rapidement à l'appel embarquant la totalité des passagers échoués au nombre de 30 de différentes nationalités. À noter qu'aucun Algérien ne figurait parmi les passagers qui ont été bien pris en charge par l'équipage du Tessala qui leur a offert de la nourriture et de quoi se réchauffer. Les passagers ont été tous récupérés par les gardes-côtes italiens vers 15h30, exprimant leur vif remerciement à l'équipage du méthanier algérien pour le sauvetage de ces passagers. Le Tessala a ensuite poursuivi sa mission normalement. Sahara occidental, le Front Polisario a exprimé son rejet catégorique de l'annonce faite il y a 3 jours par la République dominicaine concernant son intention d'ouvrir une représentation diplomatique dans les territoires occupés, qualifiant l'action, si elle venait à se concrétiser, d'escalade dangereuse. Tinhinan Makassi. Les déclarations du président dominicain fraîchement réélu quant à son intention d'ouvrir un consulat fictif à Dakhla, ville sahraoui occupée, ont fortement été condamnées par le Front Polisario, qui voit dans les déclarations de Luis Abinader une escalade dangereuse. Dénonçant dans les termes les plus énergiques la déclaration du président dominicain datant du 17 août dernier, le Front Polisario rappelle le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, avant de réitérer la position des Nations Unies qui, depuis 1963, considère le Sahara occidental occupé comme un territoire non autonome et en voie de décolonisation.
Le Sahara occidental est un territoire engagé dans un processus de décolonisation, un statut reconnu par les Nations Unies depuis 1963. Le Sahara occidental est illégalement occupé par le Maroc et ce, par la force des armes depuis le 30 octobre 1975. Une occupation condamnée à plusieurs reprises par les Nations Unies. Le Front Polisario appelle Luis Abinader à faire de son deuxième mandat à la tête de son pays un mandat pour la paix, en participant aux efforts onusiens afin de parvenir à une solution juste et équitable pour le peuple sahraoui, et ce, comme préconisé par le droit international et continental. Nous appelons le président Luis Abinader, qui a récemment été élu à la tête de la République dominicaine pour un deuxième mandat, à contribuer efficacement aux efforts politiques déployés par les Nations Unies et l'Union africaine pour parvenir à un règlement juste et durable qui permettra au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Mettant en exergue l'union des peuples du Sud global, le Front Polisario a en outre invité le président dominicain à s'inscrire dans cet esprit adopté par la région conformément au consensus régional de l'Amérique latine et des Caraïbes, insistant notamment sur la lutte anticoloniale dans cette région et en Afrique. Nous appelons le président Luis Abinader, conformément au consensus régional de l'Amérique latine et des Caraïbes, à rejeter les dernières traces du fléau du colonialisme qui continue de miner les Caraïbes et l'Afrique et à l'établissement des relations diplomatiques complètes avec les Sahraouis et républiques-États membres de l'Union africaine. Cela dit, le Front Polisario a exprimé son appréciation à toutes les forces politiques et la société civile dominicaine pour le soutien qualitatif apporté à la lutte juste du peuple sahraoui pour son indépendance, rappelant les liens culturels et historiques qui unissent la République sahraoui et la République dominicaine, qui reposent sur la défense des principes d'autodétermination des peuples et du respect de la souveraineté nationale. Dans l'actualité aussi, un tueur en série présumé accusé de meurtre de dizaines de femmes s'est évadé avec 12 autres personnes d'un commissariat de la capitale kenyane Nairobi. Selon la police, Collins Jamaisi, âgé de 33 ans, aurait avoué avoir commis 42 meurtres de femmes entre 2022, le premier étant celui de son épouse, et juillet 2024. Voilà, restez avec nous pour la suite de ce 19h. C'est avec l'esprit du A More Perfect Union que les démocrates ont débuté leur convention ce 19 août, avec à la clé de la rencontre qui s'étend sur 4 jours, hissée à la tête du parti officiellement, la vice-présidente Kamala Harris, suite à la discorde quant à la candidature du président sortant Joe Biden. Il faut dire que si les débuts de la campagne démocrate semblent quelque peu moroses, à 90 jours du rendez-vous électoral, le Parti démocrate a fait de l'ouverture de la convention un véritable show à l'américaine. Les leaders démocrates étaient tous là, avec des entrées en scène dignes des plus grandes stars de rock dans le monde. Si les quelques 4000 délégués présents à cette messe démocrate, réunis à Chicago avec pour leitmotiv la sacro-sainte union autour de celle qui rafle tous les sondages face à Trump et permettra peut-être aux démocrates de rester au pouvoir 4 ans de plus, il semble, cela dit, que la ville de Chicago, considérée comme une machine politique américaine, se soit imprégnée de l'esprit de la Convention de 1968. En effet, comme en 68, ils étaient des centaines à avoir pris d'assaut les rues avoisinantes de l'United Center en soutien à la Palestine et exigeant l'arrêt des aides militaires à l'entité sioniste maintenues mordicus par Joe Biden.
Kamala Harris a exprimé sa sympathie pour le peuple palestinien et pour ce qu'il traverse. Mais les belles paroles ne suffisent pas. Nous voulons des actes. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour lui dire qu'elle devrait appeler à un embargo sur les armes, qu'elle devrait dire que les États-Unis ne devraient pas apporter ce soutien inconditionnel à Israël. Elle devrait dire que les États-Unis ne devraient pas opposer leur veto aux résolutions des Nations Unies. Elle devrait nous montrer que sa politique ne sera pas la même que celle de Joe Biden. Comme expliqué par les observateurs, le génocide à Gaza est un enjeu électoral pour les démocrates, dont une bonne partie des électeurs montent au créneau face à l'injustice subie par le peuple palestinien. Cela dit, reste à savoir si d'autres États de la fédération suivront. Voilà, c'est donc un sujet signé Souila Kilal et Tinhinan Makassi à propos des manifestations aux États-Unis ayant émaillé la première journée de la convention démocrate de Chicago où le président sortant Joe Biden a passé le flambeau à sa vice-présidente Kamala Harris. Et c'est sur ce qu'on achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.